Et on se retrouve donc pour l'invité du jour, et ce soir c'est Sandra Torremocha qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes tête de liste LO ici pour les élections régionales de 2 mars prochain. Alors pour nous expliquer un peu et puis surtout pour vous présenter, enseignante, 36 ans. C'est ça. Ça fait à peu près 20 ans que vous militez pour Lutte Ouvrière. Pourquoi s'être engagé à Lutte Ouvrière il y a 20 ans aujourd'hui? Pour les mêmes raisons que je continue à militer aujourd'hui, je suis vraiment révoltée de voir comment la société fonctionne aujourd'hui, où on voit que d'un côté, les milliards s'accumulent dans les poches de quelques actionnaires et de l'autre côté, la pauvreté grandit à vitesse grand V. Et ça à l'échelle de la planète, pas seulement en France. Donc pour moi, ça m'a incité à m'engager pour essayer de changer ce système dans lequel on est. Parce que si on le laisse continuer comme ça, la crise d'aujourd'hui montre qu'il nous mène droit dans le mur. Donc moi j'avais envie de faire partie de cette chaîne de militants qui, depuis des siècles même, combattent aux côtés du mouvement ouvrier pour pouvoir vivre tout simplement dans de bonnes conditions pour l'immense majorité de la population. Vous avez senti une évolution en 20 ans? Alors, c'est sûr qu'il y a des évolutions, j'allais dire pas forcément positives, dans le sens où la crise, elle est passée par là, et effectivement déjà il y a 20 ans, on était dans les conséquences d'une crise, et qu'aujourd'hui, elle s'aggrave et elle s'accentue. Donc c'est vrai qu'on voit qu'en termes finalement d'avancée, on est en 2010, et on a l'impression qu'on va vers le 19e siècle. Donc ce constat-là, ça me fait militer de manière encore plus déterminée chaque jour. Et comment on passe de militante à tête de liste? C'était le cas pour les municipales, pour des législatives, aujourd'hui pour les régionales. Comment on passe de l'un à l'autre? À Lutte Ouvrière, on est tous des militants, on défend tous nos idées au quotidien, là où on travaille, là où on habite. Et donc on est tous des porte-parole de ces idées-là. Donc pour les élections, voilà, certains sont plus porte-parole que d'autres, mais c'est pas vraiment un changement. C'est le même militantisme que je faisais avant, que je continue à faire. C'est ce que vous me disiez quand on s'est eu au téléphone avant cette interview. Je vous disais, est-ce qu'on peut se voir à votre local de campagne? Vous me disiez, non, moi je suis sur le terrain, je ne sais pas local de campagne. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça l'idée, vous êtes tout le temps sur le terrain. Voilà, tout à fait. Nous, on est vraiment des militants, comme je vous le disais, au quotidien, dans les entreprises, là où on travaille, là où on habite. Et on est toujours du côté de ceux qui essayent de faire changer les choses, de ceux qui ne se résignent pas, de ceux qui lèvent la tête. Et donc c'est vrai qu'on est toujours en campagne, hors des élections. Et surtout, on essaye de convaincre le maximum de travailleurs que ce n'est pas une fatalité. Et qu'avec la force collective qu'on représente, quand justement on fait tourner la société, toute l'économie, elle marche que parce que tous les jours, il y a des millions et des millions de salariés qui se rendent à leur travail et font tourner les machines, développe des projets et autres. Tout ça, c'est basé sur le travail des salariés. Et donc, ça veut dire que le jour où ça s'arrête, le jour où il y a une grève, même une grève générale de tous les salariés, et bien là, les grands actionnaires, les banquiers, les spéculateurs, ils se rendent compte que les profits ne rentrent pas. Et là, on commence à pouvoir changer le rapport de force. Alors, c'est une élection locale. On a quand même l'impression que vous voulez la porter au niveau national. Il n'y a pas un petit problème là? Si vous voulez, pour moi, le problème aujourd'hui, c'est les conséquences de la crise et les attaques qu'on subit en permanence. Ça, c'est ce qui marque l'ensemble des salariés aujourd'hui. Quand on discute justement sur les marchés ou dans les entreprises, partout, les gens ne discutent pas des élections régionales. Ils discutent de comment je vais faire pour payer mes factures alors que j'ai plus rien sur le compte le 15 du mois. Comment je vais faire pour l'avenir? Mes enfants, est-ce qu'ils vont trouver du travail? Les retraites, déjà qu'elles sont très, très petites pour beaucoup de salariés, elles vont être encore attaquées, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Donc nous, on répond à cette préoccupation du monde du travail qui est la préoccupation essentielle. Et ces élections, elles sont régionales, mais j'allais dire, c'est le problème qu'il y a dans la région, exactement le même problème que dans toutes les autres régions. C'est un référendum pour ou contre la politique de Nicolas Sarkozy? C'est un petit peu ça? Je pense pas, justement. Pour moi, le problème, il va, j'allais dire, au-delà. Parce que aujourd'hui, le véritable pouvoir, il n'est pas détenu ni par le président de la République, ni par le ministre, ni par les parlementaires. Par l'économie. Voilà, c'est ceux qui dirigent l'économie, ceux qui ont le véritable pouvoir. Alors c'est vrai que toutes ces institutions que j'ai citées, elles sont très respectueuses du pouvoir patronal. Ça, c'est sûr qu'il n'y en a pas qui veuillent remettre en question cette sacro-sainte loi du profit et de l'argent.
Mais ceci dit, justement, si on veut vraiment que ça change, il faudra s'attaquer à ceux qui sont les vrais responsables de la crise. Et c'est donc un combat politique, mais c'est aussi un combat à mener dans la rue, dans les grèves, et créer un rapport de force qui est la seule chose que finalement les grands actionnaires, les grands patrons comprennent. Alors cette région, elle est à gauche, vous y reconnaissez dans cette gauche-là? Non, je crois que quand on voit les millions qui sont donnés en subventions aux entreprises dans la région, on voit bien que malheureusement la politique qui est menée à l'échelle régionale, elle correspond de ce point de vue-là à celle qui est menée au niveau national par le gouvernement. Là, je crois qu'il faut que l'argent public il aille absolument au service public. Il y en a marre que ça soit toujours le même transfert d'argent dans les poches du contribuable vers les intérêts privés. Et aujourd'hui, la région Midi-Pyrénées, même si elle se dit socialiste, elle fait une politique qui est avant tout destinée donc, à aider les entreprises. Alors sous couvert de développer l'emploi, sauf que malheureusement on voit bien que le chômage en Midi-Pyrénées il a augmenté de 20%. Donc toutes ces aides aux entreprises, elles ont aidé les dirigeants de ces entreprises ou les propriétaires de ces entreprises, mais en aucun cas les salariés. Alors un des grands axes de pas mal de candidats, c'est l'emploi. Vous parlez du chômage. On peut faire quelque chose pour l'emploi? C'est une question que j'ai posée à peu près à tous les candidats. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'emploi? Bien sûr, c'est ce qu'elle se pose. Il faut absolument faire quelque chose pour l'emploi. Il faut déjà commencer par interdire les licenciements. Quand je vois par exemple tous les travailleurs qui se sont battus dans la région, qui continuent à se battre, je pense à ceux de Molex, ceux de Freescale, bien sûr qu'il faut interdire les licenciements. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison. Pour les entreprises qui font du profit. Et même pour les autres, il faudrait qu'on puisse contrôler la réalité de leur comptabilité. Il faudrait savoir justement qu'est-ce qu'elles ont fait des bénéfices accumulés par le passé. Parce que chaque fois, on nous dit que les entreprises sont en difficulté. Airbus, ADS va présenter ses comptes dans quelques jours, le 9 mars. Bon, ils vont encore nous dire que l'entreprise va mal, alors que les avions livrés en 2009, ça a été un record historique. Et à chaque fois, on a des plans comme Tower 8 qui font payer les pots cassés aux salariés d'Airbus ou aux sous-traitants. Eh bien ça, c'est pas possible. Il y a Lagardère et Daimler Chrysler qui n'arrêtent pas de faire de l'argent sur le dos des salariés d'Airbus et de la sous-traitance. Il faut que cet argent, il aille pour une fois à ceux qui l'ont produit et pas toujours aux actionnaires. Donc comment on fait? Il faut interdire les licenciements, c'est la première des choses. Il faut partager le travail entre tous. Puisqu'on nous dit qu'il y a moins de travail, eh bien, il n'y a pas de raison, là encore, qu'il y ait des salariés qui se retrouvent au chômage, alors qu'on pourrait justement rendre le travail un peu plus acceptable au niveau des conditions de travail, en partageant le travail entre tous, en évitant que les uns soient obligés de faire des heures supplémentaires, de travailler dans des conditions qui parfois amènent, dans certaines entreprises, ça a été c'est revenu malheureusement sur le devant de la scène il n'y a pas très longtemps avec les suicides. Donc on voit bien qu'il y a quand même une aberration incroyable où d'un côté on fait travailler les gens jusqu'à épuisement et ils laissent leur santé, et de l'autre côté on a des millions de chômeurs qui se retrouvent sans rien. Il faut absolument avoir une logique qui soit j'allais dire saine tout simplement, et faire qu'il y ait du travail pour tout le monde avec un salaire correct. Parce que justement, il y a de l'argent. Les bénéfices accumulés, et même les bénéfices cette année, ils sont en hausse. Un total qui fait 8 milliards d'euros de bénéfices et qui veut fermer la raffinerie de Dunkerque, ou même Sanofi, pareil, 8 milliards d'euros de bénéfices. Ils ont quand même eu l'aide de l'État pour acheter les vaccins, qui a acheté les vaccins en particulier à Sanofi. Bon, cet argent-là, il doit servir à maintenir les emplois, c'est un minimum. Voilà. Alors c'est un discours qu'on entend aussi du côté du Front de Gauche, du côté du NPA. Finalement, pourquoi être partis séparés? On ne défend pas vraiment les mêmes choses. Si vous écoutez bien, nos programmes sont différents. Et il y a une chose qui nous différencie Lutte ouvrière, c'est que nous, on n'est pas partisans des combinaisons politiciennes. Pour nous, de toute façon, il n'y a aucune confiance à avoir dans les institutions. Parce qu'elles n'ont jamais protégé les travailleurs. Parce que les travailleurs, on ne peut compter que sur nous-mêmes. On ne peut pas faire confiance à finalement ceux qui, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils mènent une politique qui de toute façon est au mieux une gestion de la société telle qu'elle est, c'est-à-dire en respectant le pouvoir de ceux qui l'ont vraiment, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent. Et tant qu'on ne décidera pas de mener la guerre, une véritable offensive, c'est-à-dire il faut menacer les profits de la bourgeoisie, il faut bloquer la production pour que là, enfin, ça change les choses. Et ça, on est les seuls à le dire. Nous, on veut vraiment qu'il y ait une explosion sociale qui vienne d'en bas et pas avoir des illusions sur une alternance qui viendrait d'en haut. Alors pourquoi passer par les urnes finalement?
Eh bien, parce que les urnes, c'est une façon de s'exprimer. Parce que aujourd'hui, mais justement, faire grève, c'est pas si évident que ça. Parce que dans beaucoup d'entreprises, ça veut dire être licencié le lendemain. Parce que, étant donné le niveau des salaires, perdre une journée de travail, c'est souvent très très difficile. Donc là, l'occasion se présente. Les urnes, c'est un geste, un petit geste, dimanche 14 mars. Et ça peut avoir la valeur, le sens de dire il faudra cette explosion sociale. Et plus il y aura de voix sur la candidature de Lutte ouvrière à ces élections régionales, et plus je pense que ça préparera les luttes sociales à venir. Alors vous me tendez une bonne perche. Il y a eu un sondage qui est sorti il y a une semaine maintenant qui disait que vous étiez aux alentours de 1%. Alors je suppose que c'est pas ce que vous attendez pour dans 15 jours. Qu'est-ce qu'il en est? Vous savez, c'est vrai que les sondages, de toute façon, ce ne sont que des sondages. Il faut attendre le dimanche 14 mars. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de travailleurs ont peut-être l'intention de s'abstenir encore. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se disent finalement participer à ces élections ou voter, ça ne change pas la vie, ça ne change pas les choses, donc ça ne sert à rien. Mais moi, je pense que justement, on peut encore les convaincre qu'effectivement, ils ont raison de dire que les élections, ça ne changera rien, mais par contre, elles ont une utilité et elles peuvent avoir un rôle indispensable. C'est justement d'exprimer la colère, d'exprimer l'indignation face à cette situation, de se compter et de dire, la colère, elle monte et le véritable changement, il viendra pas des urnes, il viendra de la rue, il viendra des grèves, il viendra des manifestations. Mais ça, on peut déjà commencer à le préparer en s'exprimant de manière très très claire là-dessus le 14 mars. Alors, il y avait 4,75 il y a 4 ans pour les régionales. Voilà. Aujourd'hui, on annonce aux alentours de 1. Ça reste des sondages, on l'a bien compris. Est-ce que vous pensez que le morcellement à gauche, j'en parlais tout à l'heure, alors oui, peut-être que vous n'avez pas les mêmes idées, mais est-ce que ça peut jouer, à votre avis? Peut-être, en 2004, on s'était présenté avec ce qui était la LCR à l'époque. Donc c'est vrai que ce score... L'ex-NP. Voilà, c'est ça. Ce score correspondait en fait, à cette liste commune. Donc effectivement, on est à peu près dans ces chiffres-là aujourd'hui sur les sondages. Si on vous additionne tous les deux, vous êtes à peu près à ça. 3% plus 1%, ça fait à peu près les 4%. Voilà, mais là encore, ce sont des sondages dans toutes ces additions. Et puis de toute façon, je sais qu'en plus, les additions, elles sont faites même quand on se présente séparément. Après, souvent, vous faites les additions pour mettre tout le monde dans l'extrême gauche. Justement, pour moi, je pense que c'est aussi la démocratie, que la diversité des idées, y compris à ce qu'on appelle la gauche de la gauche, où moi, je ne me situe pas, moi je suis vraiment à l'extrême gauche et fière de l'être, elle puisse s'exprimer, elle puisse justement proposer aux électeurs les différentes nuances de sa politique. Et pour moi, aujourd'hui, vu la crise et vu les attaques vraiment incessantes du patronat du gouvernement, le vote le plus clair, le vote de colère des travailleurs, c'est vraiment le vote de Lutte ouvrière. Pour en finir avec les chiffres, je vous embête plus avec ça, quel serait un bon chiffre au soir du 14 ? Je sais pas, on verra bien, je vous dirai peut-être le soir du premier tour si vous me posez à nouveau la question, mais vraiment, nous on ne raisonne pas comme ça en termes de chiffres, en termes de... Vous savez, il y en a beaucoup pour qui... On est obligé, à 5%, vous faites rembourser la campagne par exemple, ce sont des chiffres quand même paliers. Oui, mais vous savez, il y a justement cette vision chez beaucoup vision économique. Des lecteurs, ou quand on discute avec les gens dans la rue, où les élections, ça apparaît que comme des combinaisons politiciennes, des additions de chiffres. Et la réaction, c'est de dire, oh là là, tout le monde se bagarre pour les sièges, les places, elles doivent être bonnes. Bon, et bien justement, nous, on ne fait pas partie de ces combinaisons politiciennes. Nous, on ne raisonne pas comme ça. Nous, on se dit, les élections, c'est un moyen pour l'ensemble de la population et pour les travailleurs à qui on s'adresse, de donner leur point de vue, d'exprimer ce qu'ils ressentent. Eh bien, nous, on voulait être présents pour que les travailleurs ils puissent exprimer cette indignation et cette révolte. Et plus il y en a qui le feront, plus je pense que ça préparera l'avenir. Voilà. En termes de chiffres, je ne sais pas combien ça représente, mais de toute façon, je sais qu'on est un courant qui est minoritaire. Mais cette fraction du monde du travail qui ne se résigne pas, qui se bat, pour les salaires par exemple, il y a eu les travailleurs de Liebherr, ceux de Mérial, ceux de Thales, il y a beaucoup de travailleurs dans la région qui se battent, qui ne se résignent pas. Et bien tout cela et tous ceux qui comme eux, ils ont envie d'exprimer cette révolte dans les urnes, ils peuvent le faire avec le bulletin Lutte ouvrière, ça c'est sûr. Bon, avant de terminer, j'ai posé 3 questions à tous les candidats jusqu'à maintenant, donc je vais vous les poser maintenant. La première, de quel œil vous voyez-vous la suppression de la taxe professionnelle ?
encore une fois, c'est un cadeau qui est fait aux entreprises, comme d'habitude, un de plus, et on sait très bien qui c'est qui va payer les conséquences de cette suppression de la taxe professionnelle, puisque à nouveau, ça va être l'augmentation des impôts locaux, donc les contribuables, et donc encore une fois la population qui va être amenée à payer et avoir sûrement des services réduits. Donc on voit bien aujourd'hui toutes les mesures qui sont prises, toutes, il n'y en a pas une qui n'aide pas les entreprises et qui ne se fasse pas au détriment des travailleurs. Donc bien sûr, il faudra au contraire taxer et même réquisitionner les profits des entreprises pour maintenir les emplois, pour augmenter les salaires, pour que finalement les travailleurs qui sont pour rien dans la crise, on n'ait pas à la payer, c'est pas à nous de la payer. Au niveau de la politique des transports, est-ce que vous êtes pour ou contre un axe autoroutier entre Toulouse et Castres? Alors je sais que c'est une des questions qui fait débat. Ce que quand même je constate, c'est que même dans la façon dont c'est conçu, on n'hésite pas pour faire un accès à cet axe autoroutier, démolir une partie des logements sociaux dans un quartier de Castres. Et donc encore une fois, on ne se préoccupe pas de ce qui est vraiment utile à la population comme les logements sociaux. Et si c'est pour désenclaver certaines régions, certaines villes dans la région, on voit bien que là encore ça marche à l'envers. C'est qu'on concentre tout ce qui est utile en fait au patronat, c'est l'intérêt privé qui domine, et donc si il s'installe dans des zones plutôt autour de Toulouse, toute la région doit fonctionner au rythme des nécessités des industries et des entreprises dans la région. Moi je pense qu'il faudrait que la priorité elle soit donnée à la qualité de vie tout simplement des salariés, et donc on puisse vivre et travailler aussi ailleurs qu'en empruntant des grandes autoroutes et faire des heures de trajet par jour en dépensant de l'essence qui là aussi plombe le budget. Donc c'est vraiment un tout autre aménagement et même une autre conception de ce qui devrait être une politique régionale, ça c'est sûr. Donc c'est l'aménagement du territoire plus qu'il faudrait revoir un petit peu ici, ou une politique des transports peut-être moins basée sur le bitume et plus sur le rail? Bien sûr, après, moi, bien sûr, je suis pour développer les transports collectifs. C'est beaucoup plus logique, plutôt que chacun soit dans sa voiture individuelle, se retrouver tous dans les bouchons, un par un dans sa voiture, que les TER, par exemple, soient beaucoup plus fiables, beaucoup plus développés, beaucoup plus nombreux. Mais on voit bien que là encore, de toute façon, c'est malheureusement partout pareil. La politique de la SNCF en la matière, c'est là aussi la rentabilité qui prime et pas du tout l'intérêt des voyageurs et des salariés qui justement ont besoin d'utiliser ces transports pour se rendre à leur travail. Bon, dernière question, c'est un petit peu d'environnement. On en entend beaucoup parler. Assez ciblé quand même, la réintroduction de l'ours. Vous êtes pour, vous êtes contre, ou vous n'avez pas d'avis? Moi je me dis que quand même il y a assez de place dans la région pour pouvoir quand même, si il y en a qui souhaitent que l'ours soit réintroduit dans les Pyrénées, j'ai du mal à comprendre pourquoi il ne peut pas y avoir quand même une zone dans laquelle il pourrait exister tout simplement. Alors je sais que bien sûr, aujourd'hui, ça pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a un certain nombre d'éleveurs qui sont pénalisés. Mais là encore, je pense que pour la suite, il faut trouver le moyen de faire en sorte que s'ils peuvent être, on peut dire, je sais pas, des bouches inutiles, comme les ours, après tout, on nourrit bien des bouches inutiles, comme pour moi sont les grands actionnaires de Lagardère, comme Lagardère ou comme tous ces gens-là. S'il y en a qui souhaitent qu'on réintroduise l'ours dans une partie des Pyrénées, il faudrait que ça puisse ne pas poser de problème ni aux éleveurs ni à ceux qui sont dans la région. Je pense que ça devrait être un problème soluble, mais ceci dit, c'est pas ma première préoccupation. Oui, je me doute. Et l'environnement, ça fait partie de vos préoccupations? Bien sûr, mais parce que justement on voit bien qu'aujourd'hui le système capitaliste il est complètement dominé par la loi du profit et un trust comme Total, qui quand même à Toulouse on voit bien qu'il a été capable de faire
une explosion qui a détruit des quartiers populaires, qui est capable de faire des ravages au niveau écologique, comme tout le monde sait, la justice a rien à lui dire. Pour moi, justement, ça montre que le véritable combat pour un avenir meilleur en termes écologiques, il passe par un renversement du capitalisme. C'est le même combat que pour sauvegarder les emplois et les salaires et la qualité de vie des salariés. C'est la même chose. C'est le même combat à mener contre ces mêmes grands actionnaires, ces mêmes grands groupes industriels qui utilisent la planète comme, là encore, une source de bénéfices sans tenir compte des conséquences pour la suite. Donc, tout passe par le combat social. Oui, je crois bien qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on voit bien que la société entière, elle est dirigée par une poignée d'actionnaires, de spéculateurs qui sont capables de mettre un État entier en faillite, qui sont capables de spéculer sur des matières premières, sur des aliments de base, alimentaires, qui ont provoqué des famines dans le tiers-monde. Il faut les empêcher de nuire. Et ça, tant qu'on ne fait pas ça, la société, malheureusement, elle continuera à aller dans le mur. Donc notre combat, il est là. Cette révolution qui doit venir par la rue après ces élections, vous avez déjà des ébauches, des mouvements sociaux qui se préparent? Vous savez, ça, on ne peut jamais savoir à l'avance. Je ne sais pas si elle aura lieu bientôt, dans quelques mois, dans quelques années. Ça, personne ne sait, même avant mai 68. Personne n'a su détecter que ça allait prendre l'ampleur que ça a pris. Non, mais c'est vrai que fin mars, par exemple, il y a déjà un gros rassemblement exactement, bien sûr. Pour lutter contre la réforme des retraites, avec tous les plans sociaux qu'il y a eu dans la région aussi. C'est déjà une première étape, je suppose? Mais c'est ce que j'allais vous dire. Les ingrédients et les raisons de la colère, ça fait très longtemps qu'ils sont là, et j'allais dire tous les jours, ça se cumule de plus en plus. Donc effectivement, toutes les occasions à venir sont bonnes pour justement essayer d'exprimer ce mécontentement et empêcher toutes les attaques, notamment sur celle des retraites, comme effectivement est prévu la journée du 23 mars. Après, il faut effectivement espérer que ça ne soit pas une journée sans lendemain et qu'il y en ait d'autres pour arriver à créer ce rapport de force qui ne se créera pas en un seul jour. Ça, l'explosion sociale, je ne sais pas quand elle arrivera, mais tôt ou tard, ça, je suis persuadée qu'il y en aura une, parce que c'est l'avidité du patronat, c'est le cynisme des dirigeants politiques au gouvernement qui la provoqueront, ça c'est sûr. Alors c'est ma dernière question, promis. Si vous deviez rêver, je vais vous demander de rêver un petit peu. Dans 10 ans, la région, elle serait comment? C'est un rêve qui est un peu difficile à faire. Moi, on me dit souvent je suis utopique parce que moi je suis communiste. Moi je rêve d'une société où toutes les richesses elles sont mises en commun au service de la collectivité. Et moi je pense qu'il faut se battre, parce que ça passera par les luttes, pour que tous les travailleurs, tous les salariés, ils aient un travail, ils aient un salaire correct dans la région. Et si on s'y met, il n'y a même pas besoin de 10 ans pour l'obtenir, parce que l'ensemble des salariés, comme je disais tout à l'heure, on est une force collective d'une telle ampleur que ça peut faire changer les choses très vite. Merci beaucoup, Sandra Torre-Moucha, d'avoir répondu à nos questions. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.